Bonjour à tous et bienvenue à l'Université africaine de l'Agence internationale d'énergie. Je m'appelle Rita Madeira et je suis chargée du programme Afrique à l'Agence internationale d'énergie, au AIE. Je suis très heureuse de vous avoir tous avec nous aujourd'hui pour entendre la dernière analyse de l'AIE sur les tendances d'investissement de cette année dans le secteur de l'énergie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'agence, c'est une institution intergouvernementale au cœur du dialogue mondial sur l'énergie et les transitions vers un avenir énergétique propre. Depuis près de 50 ans, l'agence collecte des données auprès des pays et des institutions partenaires et fournit aux parties prenantes du monde entier des analyses et des informations impartiales, non biaisées et fiables, couvrant tous les combustibles et toutes les technologies. Le travail de l'agence couvre trois domaines essentiels. On s'occupe des collectes des données. Grâce aux bilans énergétiques nationaux que vous nous fournissez, l'agence est en mesure de partager largement des statistiques énergétiques et l'agence est heureuse de poursuivre avec vous des discussions sur la manière de collecter, de traiter et de rendre les statistiques plus fiables. Deuxièmement, l'agence s'occupe aussi des conseils aux décideurs politiques. Nous organisons souvent des sommets de haut niveau et d'autres forums internationaux pour un dialogue entre pairs, notamment pour discuter des grandes priorités de l'agenda énergétique mondial. Et troisièmement, l'agence s'occupe aussi de mise en œuvre de ces politiques pour un avenir énergétique plus sûr, propre, abordable et durable. L'Université africaine de l'agence est une initiative qui a débuté avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre d'un programme plus large de renforcement des capacités en matière de statistiques et de modélisation de l'énergie pour 10 pays africains. Cette plateforme a permis d'organiser des formations spécifiques pour chaque pays. Elle a aussi généré des opportunités de discussion entre pairs et un travail bilatéral sur l'amélioration des données énergétiques et les pratiques de modélisation. Cette initiative se poursuit et vise à fournir des mises à jour régulières sur l'ensemble des travaux et des analyses de l'agence, notamment sous l'angle de l'impact des mouvements mondiaux dans le secteur de l'énergie sur l'Afrique subsaharienne. C'est aussi une bonne occasion de rester à l'écoute des développements de l'actualité, notamment dans l'espace énergétique. Et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur un public régulier d'experts et de praticiens africains, ainsi que sur des participants sporadiques qui s'intéressent à des sujets spécifiques. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous espérons intéresse tout le monde, et en particulier aux experts en énergie du continent africain, l'investissement. L'investissement est un facteur clé pour les adaptations des systèmes énergétiques qui doivent avoir lieu dans le monde entier, indépendamment des spécificités de chaque région. Outre que les flux d'énergie, l'agence suit donc depuis des années les flux d'investissement dans le secteur de l'énergie pour toutes les sources d'énergie, toutes les technologies et toutes les régions, en publiant un rapport annuel sur les investissements énergétiques mondiaux. Cette série a constitue depuis des années une référence importante pour le suivi des flux de capitaux dans le secteur de l'énergie à travers le monde, mais dans le contexte actuel des prix élevés de combustible, de pression inflationniste et des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, un contexte qui crée un puissant mélange de pression et d'incitation pour les investisseurs dans le secteur de l'énergie, ce rapport ne pourrait être plus opportun et plus pertinent. Les indices de référence fournissent des informations importantes et permettent d'observer les tendances et de repérer des points potentiellement préoccupants. Les tendances d'investissement de ces dernières années ont contribué à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Les éditions précédentes de ce rapport de l'agence ont souligné à plusieurs reprises les insuffisances des investissements dans le secteur de l'énergie et les conséquences possibles pour les marchés de l'énergie, la sécurité et les émissions. Le rapport de cette année examine comment les investisseurs évaluent les risques et les opportunités dans tous les domaines de l'approvisionnement en carburant et électricité, des minéraux essentiels, de l'efficacité de la recherche et du développement dans un contexte d'incertitude sur la façon dont les événements se dérouleront en 2022. Pour en savoir plus sur les principales conclusions du rapport de cette année, qui peut être téléchargé sur le site, j'ai le plaisir de vous présenter mon collègue, Tanguy Bianassi, analyste de l'investissement de la finance, qui va nous présenter les principaux thèmes de l'analyse. Vous aurez l'occasion également de lui poser des questions. N'hésitez pas à les poser directement sur le chat ou le bouton pour les questions. Et mon collègue se fera un plaisir de répondre à vos questions à la fin de sa présentation. Tanguy, je te passe la parole. Merci.
Merci beaucoup, Rita. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, merci beaucoup, Rita. Comme tu l'as dit, je suis analyste financement et investissement dans la partie, dans l'équipe investissement du World Energy Outlook. Donc, et aujourd'hui, je vais vous présenter donc, ce rapport sur l'investissement dans l'énergie. Donc, traditionnellement, comme Rita l'a dit, les analyses de l'AIE se concentrent généralement sur les flux d'énergie. Mais l'objectif de ce rapport, c'est de suivre les flux de capitaux qui vont dans le secteur de l'énergie. Et cette nouvelle analyse que nous avons publiée en juin comprend des détails pour 2021 et une première estimation des flux de l'énergie en 2022. Donc, qu'est-ce que nous voyons en ce moment? On a un puissant cocktail de facteurs qui pèsent aujourd'hui sur les investissements énergétiques mondiaux, que tout le monde connaît bien sûr, les prix élevés des combustibles fossiles, qui est une manne pour certains producteurs, mais on a aussi des tensions au niveau des prix pour les consommateurs, les économies, et on a aussi une tension ravivée, je dirais, entre les objectifs climatiques mondiaux pour essayer de garder le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré et les accords de Paris. Et de l'autre côté, les impératifs de sécurité énergétique à court terme qui découlent de la crise énergétique. Si on regarde en Europe, par exemple, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, c'est ces tensions qu'on essaye d'explorer et leur impact sur l'investissement dans ce rapport. Donc, si on regarde la vue d'ensemble, qui tient compte de tous les éléments, comme Rita l'a dit, de tous les éléments des investissements dans le secteur énergétique, donc les aspects d'approvisionnement en combustible, de l'efficacité énergétique et de l'utilisation finale de l'énergie dans les secteurs comme le transport, les bâtiments et l'industrie, on constate un rebond en 2021, un rebond qui dépasse juste les niveaux qu'on avait connus avant la crise du Covid-19 en 2019. Et on anticipe également un rebond très fort en 2022 dans le contexte de la crise énergétique mondiale. On estime que les investissements dans l'énergie devraient augmenter d'à peu près 8% en 2022 pour atteindre 2400 milliards de dollars, et ce, dans toutes les parties du secteur énergétique, mais avec une impulsion principale dans le secteur de l'électricité, et principalement dans les énergies renouvelables, les réseaux et l'efficacité énergétique. Toutefois, la moitié de cette augmentation est liée à la hausse des coûts, à la hausse des prix qui augmentent dans tous les secteurs de l'économie, mais en particulier dans l'énergie, et qui exerce une pression sur la chaîne d'approvisionnement, notamment dans les renouvelables. On a également un resserrement du marché de la main-d'œuvre, du marché du travail et des services spécialisés dans plein de secteurs et notamment l'énergie. On a aussi une hausse significative des matériaux, du prix des matériaux de construction comme l'acier, le ciment et des minerais critiques comme on va le voir plus tard dans la présentation, qui peuvent freiner la volonté des entreprises d'augmenter leurs dépenses, et ce, malgré des forts signaux de prix qu'on peut voir dans le système énergétique. On regarde dans ce rapport, on regarde également et on essaye d'analyser en particulier ce qui se passe au niveau des investissements propres, donc notamment dans les énergies renouvelables, le nucléaire, l'efficacité énergétique, les réseaux et les combustibles bas carbone, et aussi d'autres aspects du transport. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'après avoir stagné pendant plusieurs années, depuis 2015, on constate que les investissements dans les énergies propres n'ont augmenté que de 2% par an au cours des années qui ont suivi la signature de l'accord de Paris. Donc on a enfin un rebond en 2021 et avec une croissance annuelle qui est maintenant passée à 12% par an en 2021 en 2022. Et ces dépenses ont été soutenues majoritairement par le soutien fiscal des gouvernements, en particulier dans les économies avancées. Si on regarde les énergies renouvelables, les réseaux et le stockage, elles représentent plus de 80% du total des investissements dans le secteur de l'électricité aujourd'hui.
On a aussi une augmentation significative des investissements dans l'efficacité énergétique qui sont menés par une augmentation des dépenses dans les bâtiments et dans les transports, notamment sous l'effet d'une hausse des prix des combustibles et des incitations gouvernementales dans certains pays. Je vais faire également un petit zoom sur l'augmentation rapide des ventes de véhicules électriques, qui est un facteur clé de l'augmentation des dépenses en matière de ce qu'on appelle l'utilisation finale de l'énergie. Et on a aussi certains petits signes de vie qui ne sont pas visibles parce que leur niveau est encore trop faible, mais notamment dans des catégories plus petites telles que les batteries, l'hydrogène ou la capture et l'utilisation du carbone. Et donc, ce que l'on espère, c'est que la crise que l'on est en train de vivre se révèle être un moment propice à l'innovation et à l'introduction de nouvelles technologies, un peu comme ce que l'on avait vu dans les années 70, après les chocs pétroliers, avec l'énergie nucléaire. Si on regarde, par exemple, le stockage, on pense que l'investissement devrait plus que doubler dans les prochaines années pour atteindre 20 milliards de dollars en 2022 et au-delà. Et avec l'invasion de l'Ukraine qui a renouvelé un peu le soutien politique en faveur de ces technologies, notamment en Europe. Et voilà. Et donc, on estime qu'il faudra, donc on voit qu'il y a 130 projets de captage de CO2 à l'échelle commerciale dans plus de 20 pays qui ont été annoncés en 2021 et 6 projets de capture et d'utilisation du carbone ont fait l'objet de décisions d'investissement entre mi-2021 et aujourd'hui. Alors, bien sûr, la slide d'avant décrit un message positif sur les niveaux d'investissement dans les énergies propres. Cependant, on doit mettre un gros bémol à ce message optimiste, car on observe des variations régionales importantes dans les tendances d'investissement dans ces énergies propres. Et cela montre que malheureusement, on risque de voir apparaître de nouvelles lignes de fracture dans le domaine de l'énergie et du climat entre les pays en développement et les pays développés. C'est quelque chose sur lequel nous avions déjà alerté l'année dernière et qu'on voit se renforcer encore cette année. Quand on regarde l'augmentation des dépenses en matière d'énergie propre, elle est concentrée dans les économies avancées en Chine. Dans d'autres économies émergentes et en développement, y compris en Afrique, ces investissements restent bloqués au niveau de 2015. On voit quelques points positifs si on regarde par exemple des choses comme le solaire en Inde, mais ceux-là sont très limités et malheureusement ne permettent pas d'inverser la tendance. Les fonds publics qui ont été dédiés pour soutenir une reprise durable sont rares dans les pays émergents et en développement. Et les coûts élevés du capital et l'augmentation du coût de la dette menacent de réduire l'attrait des technologies propres et les investissements dans ces technologies qui requièrent un fort investissement initial et donc une forte intensité capitalistique. On a regardé, on a fait une analyse, on a vu que par exemple une augmentation de 2% du pourcentage du coût du capital, donc le coût d'emprunt pour le solaire et le photovoltaïque, pour le solaire et l'éolien peut entraîner une hausse de 20% des coûts globaux d'un projet. Et cette situation est particulièrement préoccupante pour les pays d'Afrique, où ce même coût du capital peut être jusqu'à 8 fois supérieur au coût du capital dans les économies avancées pour un projet similaire. Donc, un gros bémol, encore une fois, sur le message positif de l'augmentation des investissements dans les énergies propres. Avec, ce qu'on regarde aussi, c'est ce qu'on regarde pour la première fois dans ce rapport, c'est justement le rôle de la finance durable. On voit qu'on a une augmentation significative des émissions de dette durable. Donc, quand on parle d'émissions de dette durable, on parle obligations vertes, obligations qui sont liées à la soutenabilité des entreprises, les emprunts verts, des choses comme ça qui sont censées justement diriger une partie des flux de capitaux vers les énergies renouvelables. Donc, en 2022, on s'attend à ce qu'elles atteignent 1,7 milliards de dollars.
avec un focus important sur les énergies renouvelables en particulier. Donc c'est un énorme potentiel de mettre ces sommes au service des besoins des transitions énergétiques. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que cette hausse de la dette durable, elle n'est pas vraiment corrélée au projet d'énergie propre. Ce qu'on veut dire par là, c'est que on n'observe pas une augmentation similaire entre les émissions de dette durable et les investissements en énergie propre, et que ces émissions, cette augmentation de finances durables reste massivement concentrée dans les économies avancées. Et donc, ce dont on a besoin, c'est que euh, les gouvernements, les institutions internationales de développement et les investisseurs privés, pour combler ces divergences régionales, augmentent leurs investissements et augmentent justement leurs émissions de finances durables dans la transition énergétique des pays émergents et en développement, et s'assurer que les flux de capitaux qui sont générés par cette finance verte atteignent l'économie réelle. Si on regarde maintenant quelque chose de plus traditionnel à l'Agence internationale de l'énergie, l'approvisionnement en combustible, le message clé ici est qu'il y a une réponse à la hausse des prix qu'on a constatée sur les marchés récemment, mais aussi une certaine hésitation. Ce qui est important, je pense, dans le contexte du continent africain, pour les gouvernements qui espèrent produire plus de pétrole et de gaz. Il faut prendre en compte cette hésitation justement dans les planifications stratégiques et se rendre compte que à long terme, on n'est pas sûr du maintien de la hausse des prix et des opportunités d'investissement dans la production. Si on regarde maintenant au niveau global, les investissements dans la production de pétrole et de gaz sont en hausse, mais encore une fois, c'est expliqué par une grande partie par la hausse des coûts. Et ces niveaux sont toujours à la moitié de ce qu'on connaissait en 2014 et bien en dessous des niveaux d'avant la crise financière. Donc on a encore une fois une grande incertitude sur le risque réglementaire, les risques politiques et les niveaux de prix. Et donc les financements dans les nouveaux champs de pétrole et de gaz peuvent être difficiles à obtenir car les entreprises hésitent généralement à engager des capitaux importants avec une grande incertitude sur les flux qui pourront être générés et donc les capacités de remboursement qui prendront plusieurs années. Alors, si on regarde maintenant le charbon, les investissements dans l'approvisionnement au charbon ont repris, et notamment dans les pays émergents d'Asie, et ce, en réponse aux préoccupations de sécurité énergétique. Ils ont augmenté de 10% en 2021 et on s'attend à une autre augmentation de 10% en 2022. Et c'est notamment mené par la Chine et l'Inde, qui sont les acteurs dominants du charbon mondial. Je rappellerai juste que si on continue à investir dans le charbon au niveau dans lequel on le fait maintenant, et si on continue à opérer les centrales à charbon qui existent, ça consommerait la moitié de notre budget carbone restant si on voulait rester en dessous de 1,5 degré. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Et cette augmentation des investissements dans le charbon ne sont pas un bon signe pour le maintien des objectifs climatiques. Et j'ajoute que l'AIE va sortir un rapport cet automne justement sur le rôle du charbon et l'impact du charbon dans les transitions vers le net zéro. Si on regarde maintenant le raffinage, le secteur a connu sa première réduction de capacité en 30 ans, en 2021. Donc ça donne une indication assez claire d'où le marché va aller. Alors les investissements, eux, ont augmenté, mais ne compensent pas les capacités qui ont été retirées en 2021. Donc on a eu des ajouts relativement modestes en Chine et au Moyen-Orient, mais ils ne compensent pas encore la capacité qui a été retirée en 2021. Et donc, on a vu une hausse extraordinaire des marges de raffinage, des prix de raffinage qui sont observés actuellement. Mais les solides performances financières et les taux d'utilisation qu'on a connus récemment ne veulent pas dire qu'on aura des taux d'investissement beaucoup plus élevés dans les années à venir. Et c'est dû notamment à l'incertitude persistante, encore une fois, des perspectives à long terme de la demande de pétrole. Si on regarde maintenant ce qui se passe dans le gaz naturel liquéfié, donc comme vous le savez sûrement, il y a une forte restriction sur le gaz russe, notamment en Europe, et qui a entraîné des nouvelles demandes sur le marché du gaz naturel liquéfié.
Mais le problème, c'est que les nouveaux investissements dans le GNL prennent en général 3-4 ans. Il faut 3-4 ans pour construire des nouvelles capacités de GNL et des nouveaux terminaux. Et les périodes de remboursement vont bien au-delà de la ruée immédiate qu'on constate vers l'approvisionnement dans le GNL. Si on regarde les engagements à long terme en matière de GNL, c'est toujours le fait d'acheteurs asiatiques. Et on a vu seulement 2 nouveaux projets qui ont fait l'objet de décisions d'investissement définitives depuis que les prix du gaz ont commencé à augmenter à la mi-2021, un en Australie et un en Louisiane. Donc c'est encore une fois, on ne voit pas des augmentations d'investissement massives sur le GNL à aujourd'hui. Et enfin, si on regarde les combustibles bas carbone, ils devraient être stimulés par la hausse des prix des combustibles fossiles, mais on a quelque chose qui vient empêcher cette augmentation, c'est que la plupart des combustibles bas carbone qui existent aujourd'hui sont des biocarburants, et la crise alimentaire qui est encore une fois générée par l'invasion de la Russie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça pose le problème de la mise en concurrence potentielle de l'utilisation des sols pour les biocarburants avec la production agricole, et ça complique donc les perspectives d'investissement de production de combustibles bas carbone. Donc si on regarde un peu plus près maintenant, je voudrais regarder d'un peu plus près les stratégies des différentes entreprises pétrolières et gazières. On voit ici sur la slide, sur la diapositive, l'évolution des investissements depuis 2019, c'est-à-dire depuis avant la crise du Covid. Ce que l'on voit, c'est les colonnes sont l'évolution des investissements dits traditionnels dans l'approvisionnement de pétrole et de gaz. Donc les dépenses des compagnies pétrolières du Moyen-Orient sont désormais bien supérieures au niveau d'avant la crise, parce que les principaux détenteurs de ressources cherchent à renforcer leur capacité de réserve, qui s'amenuise, mais c'est le seul groupement pour lequel on observe une augmentation des dépenses. Les entreprises russes qui avaient annoncé de fortes augmentations avant la crise, c'est maintenant peu probable que ces dépenses se concrétisent. Et si on regarde les entreprises occidentales et internationales, les majors américaines, par exemple, prévoient d'augmenter considérablement leurs dépenses en pétrole et en gaz en 2022, mais cet indicateur est toujours en forte baisse comparé au niveau qu'on voyait en 2019. Et les acteurs du schiste, par exemple, mettent toujours l'accent sur la discipline en matière de capital et préfèrent fournir des dividendes plutôt que d'investir dans l'expansion de la production. Si on ajoute maintenant les dépenses des compagnies pétrolières et gazières en dehors de leur zone traditionnelle, donc en dehors des investissements dans le pétrole et dans le gaz, on voit que le tableau change un peu. En pratique, les majeures européennes, par exemple, sont les principaux moteurs d'une hausse des dépenses dans les énergies propres, notamment dans l'éolien offshore. Les dépenses en énergie propre, maintenant, représentent environ 5% du total des dépenses d'investissement de ces compagnies pétrolières et gazières. Et donc, c'est un chiffre qui certes reste bas, mais qui est en augmentation assez significative d'année en année. Je voudrais également vous parler maintenant des minerais critiques, car cela fait partie intégrante maintenant de notre analyse des investissements. On l'avait déjà inclus dans le World Energy Outlook, mais c'est la première fois qu'elle est incluse dans le World Energy Investment. Et ce que vous regardez, c'est comment une flambée des prix au cours de l'année dernière a été un facteur majeur pour l'investissement et pour inverser les baisses de longue date du coût des technologies des énergies propres. Les colonnes que vous voyez sur cette diapositive représentent les variations annuelles du coût des panneaux solaires, des éoliennes et des batteries. Et les lignes montrent la corrélation avec la hausse des coûts du silicium, de l'acier et du lithium, respectivement. Donc, ce qu'on voit, c'est que la tension du marché est exacerbée par l'isolement croissant de la Russie, car la Russie est l'un des principaux producteurs de palladium, d'aluminium et de nickel et de cobalt. Les prix élevés stimulent les revenus et les investissements, mais malheureusement, ça inverse la tendance qu'on voit sur les coûts des technologies de ces minerais, liées à ces minerais. Donc, contrairement aux hésitations que nous venons de décrire concernant les combustibles fossiles, les prix élevés des minéraux critiques s'accompagnent quand même d'une croissance rapide de la demande, ce qui contribue à soutenir des plans d'investissement en expansion. Si on regarde
si on regarde plus en détail dans le contexte du continent africain, le tableau est légèrement différent. Malgré l'énorme potentiel de ressources qu'on voit sur le continent africain, les dépenses d'exploration en Afrique ont fortement chuté entre 2012 et 2016 et sont restées stagnantes depuis. Et là, je parle des dépenses d'exploration dans ces minerais critiques, justement. Si les gouvernements africains parviennent à réduire des obstacles tels que, par exemple, la qualité des études géologiques et le coût du capital dont on a parlé, alors les revenus des métaux tels que le cuivre, par exemple, et les métaux clés des batteries pourraient doubler d'ici 2030 pour le continent africain. Donc maintenant, regardons ce que ça signifie, ce que tout cela, tout ce dont je viens de parler, signifie pour la sécurité énergétique et nos objectifs climatiques. Comme toujours à l'AIE, nous essayons de comparer les dépenses actuelles, les niveaux actuels aux montants qui seraient requis dans nos différents scénarios. Les investissements qui visent à introduire davantage d'énergie propre et abordable dans le système augmentent, donc, comme on l'a vu en 2021, en 2022, mais pas encore assez rapidement pour permettre de sortir de la crise actuelle ou de ramener nos émissions à zéro d'ici le milieu du siècle. On voit que les dépenses prévues pour les transitions énergétiques qui s'élèvent à 1 400 milliards de dollars en 2022 devraient dépasser largement les 4 000 milliards de dollars d'ici à 2030 pour que le réchauffement de la planète soit limité à 1,5 degré. C'est la colonne que vous voyez en gris sur ce graphe. Si on veut juste respecter les engagements que les pays ont effectivement pris lors de la COP 26 et après, ils sont moins élevés, mais on parle toujours d'un doublement des dépenses qui est nécessaire d'ici à 2030. Et on voit des déficits de dépenses qui sont visibles dans pratiquement tous les domaines, mais ils sont particulièrement importants dans les économies émergentes et en développement. Si on examine maintenant les dépenses consacrées aux combustibles, donc aux combustibles fossiles, on voit que ces dépenses liées à la production sont en fait globalement ce qu'elles devraient être en 2030 dans un scénario qui respecte les engagements pris par la communauté internationale en matière de climat, bien qu'il faille encore réduire l'approvisionnement en charbon et la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Elles restent cependant supérieures au niveau requis dans un scénario qui garde 1,5 degré en ligne de mire, de sorte que personne ne devrait imaginer que l'invasion de la Russie de l'Ukraine par la Russie puisse justifier une vague de nouvelles infrastructures à grande échelle pour les combustibles fossiles si on veut rester dans un monde qui limite le réchauffement à 1,5 degré. Et c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Est-ce qu'on doit investir plus dans le gaz, dans le pétrole? La réponse est non. Les investissements doivent se faire dans les énergies propres si on espère assurer la sécurité énergétique à long terme et bien sûr garder les objectifs climatiques en ligne de mire. Donc, du point de vue de l'AIE, notre réponse est assez claire et encore une fois mise en lumière dans ce rapport. Elle l'a été dans d'autres rapports, mais elle est encore dans ce rapport. On doit accélérer la transition vers l'énergie propre et ça implique une augmentation des dépenses dans toute une série de technologies et d'infrastructures. Et ce sont ces solutions durables qui nous permettront d'accéder à un avenir énergétique plus sûr et plus durable. Enfin, je voudrais terminer sur une note peut-être un peu plus positive. On nous demande souvent aussi d'où peuvent venir ces investissements qui sont si nécessaires, notamment pour le continent africain. Et on a publié un autre rapport il y a quelques semaines qui s'appelait l'Africa Energy Outlook, qui examine le rôle de la finance climatique, et notamment pour le continent africain. Donc, je suis sûr que vous vous rappelez sûrement que les économies avancées se sont engagées à fournir, à mobiliser 100 milliards de dollars de finances climat aux économies en développement chaque année. Mais sur la base des dernières données qu'on avait en 2019, les économies avancées n'ont pas atteint cet objectif et n'ont réalisé que 79 milliards de dollars sur ce montant. Et seulement 7% de ce montant est allé au secteur de l'énergie en Afrique. Cependant, la finance climat, comme la finance concessionnelle, qui est fournie par les banques de développement, par exemple, est adaptée pour s'étendre au-delà des projets d'énergie renouvelable afin de soutenir des activités plus difficiles à commercialiser dans des pays, dans des nouveaux marchés qui ont besoin d'initiatives de réduction du risque.
Et ça doit le faire, bien sûr, sans augmenter l'endettement des pays et se concentrer sur la mobilisation de capitaux privés. Il est bien sûr hors de question d'augmenter la dette de pays pour lequel c'est déjà compliqué. Et c'est vrai en Afrique comme ailleurs. Et donc, on a besoin de réorienter les flux de capitaux vers des subventions, des financements en fonds propres du secteur privé et une réduction des coûts plutôt que vers des instruments d'emprunt comme c'est le cas actuellement. On a aussi regardé quelque chose, notamment la finance climat et la finance carbone, notamment ce qui pourrait émerger de la finalisation de l'article 6 de l'accord de Paris, qui a été finalisé après la COP 26 et qui peut engendrer des nouveaux flux de capitaux pour l'Afrique via les marchés internationaux de carbone qui peuvent permettre au continent africain de recevoir des nouveaux capitaux étrangers pour développer des projets d'atténuation et de réduction des gaz à effet de serre. Comme vous le savez peut-être, il y a deux mécanismes dans l'accord de Paris. Il y a l'article 6.2 qui permet aux pays de s'échanger des réductions de gaz à effet de serre et l'article 6.4 qui permet de s'échanger des choses qui ressemblent à ce qu'on avait connu sous le protocole de Kyoto et des crédits carbone. Et donc, on a essayé de faire une estimation du potentiel de l'article 6 pour le continent africain. Et on a montré que d'ici à 2030, ces mécanismes pourraient générer des flux financiers nets de l'ordre de 225 à 245 milliards de dollars pour le continent africain et empêcher l'émission d'environ 22 à 24% des émissions totales de CO2 liées à l'énergie en Afrique sur cette période. Toutefois, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ces mécanismes qui ont encore besoin d'être finalisés avec certaines négociations qui sont encore en train d'avoir lieu à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, la CNUC. Et donc, les pays devront traduire ces cadres en actes juridiques pour être sûrs de pouvoir avoir accédé à ces financements. Et donc, le message principal, c'est qu'il faudra bien sûr que le continent africain et tous les autres pays d'ailleurs maximisent les sources de capitaux disponibles et attirent le plus de capitaux disponibles pour réussir à doubler les investissements dans le secteur de l'énergie à 2030, comme le prévoit notre scénario. Voilà, donc c'était, je suis désolé, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais c'était la présentation de ce rapport. Et je serai maintenant heureux de répondre à vos questions. Si vous pouvez les taper dans le module de questions et de réponses. Je vais arrêter de partager ma slide. Voilà. Donc, on va prendre quelques minutes pour collecter les questions. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le panel qui s'appelle Q&A, qui est en bas de votre écran, et j'y répondrai. Rita, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose en conclusion. Merci beaucoup, Tanguy. Effectivement, je pensais juste patienter encore un petit moment. Je t'entends très loin, Rita. Je sais pas si... Tu m'entends? OK, parfait. Non, merci beaucoup, Tanguy, pour cette présentation. Effectivement, comme toi, je patientais juste un petit moment pour voir si on avait des questions. Pour le moment, on n'a pas de questions. Je pense que ta présentation a été très compréhensible et très détaillée. Si on n'a pas de questions, je pense que bientôt on pourra terminer. Mais je pense qu'on peut quand même donner une minute de plus pour voir s'il y en a encore. Ça te convient? Je pense qu'aujourd'hui, on a une audience soit un peu timide, soit très... Ah, une question.
Alors, si on me demande de revenir sur la finance climatique et la finance carbone, je vais repartager mon écran. Voilà, donc là, je suis désolé, la diapositive a pas je sais pas, les dates ont sauté. Sur le graphique de droite, sur l'article 6, c'est les flots à 2030 et à 2050 qu'on voit sur, sur la diapositive. Et encore une fois, la finance climatique, un des problèmes de la finance climatique qu'on a connu, c'est la finance climatique, c'est vrai que ça fait plus de 30 ans maintenant que ça existe. Je crois que le protocole de Kyoto a été signé en 97. Donc, et malheureusement, les flots n'ont pas été suffisamment dirigés vers les pays d'Afrique. Euh, je, je crois que c'est en train de changer un petit peu avec justement un intérêt renouvelé vers les projets notamment d'accès à l'énergie, les projets, alors c'est en dehors du périmètre de l'AIE, mais on voit aussi des méthodologies qui sont développées dans les projets forestiers. Mais encore une fois, on a besoin de plus de finances climat et de finances en général vers l'Afrique. J'ai entendu une statistique l'autre jour, je ne l'ai pas vérifiée, donc, mais je vous la donne comme j'ai entendu. On dit que l'Angleterre a plus de capacité solaire que sur tout le continent africain, plus de capacité installée, ce qui, pour des raisons évidentes, ne fait aucun sens. Et donc, on a besoin d'avoir plus d'investissements dans le solaire, dans l'éolien, dans l'hydrogène, dans toutes les énergies propres sur le continent africain. Et alors, pourquoi l'Afrique a du mal à mobiliser la finance climatique pour le développement des énergies propres? C'est dû ce qu'on pense à l'AIE, il y a plein de facteurs. On a publié l'année dernière un rapport bon, qui est très, très long, mais qui va dans le détail de ces questions sur comment financer la transition énergétique dans les pays émergents et en développement. Et on se focalise pas mal sur l'Afrique. Il y a plusieurs raisons. Je dirais une des premières raisons, justement, c'est ce dont je parlais au début de la présentation, le coût du capital qui est perçu comme beaucoup plus important en Afrique qu'ailleurs. Et on comprend pas, on n'est pas exactement sûr de pourquoi, parce que des projets à projets équivalents, le coût du capital peut être par exemple 7 fois plus important dans des pays comme le Nigeria comparé en Europe ou aux États-Unis, alors que le niveau de risque en fait n'est pas 7 fois supérieur et ne justifie pas un coût d'emprunt aussi élevé. Et donc, on se demande, on est en train justement d'essayer d'explorer pourquoi le coût du capital est si élevé. Et on essaye, on vient de lancer un observatoire du coût du capital justement on espère qu'en apportant un peu plus de transparence sur le profil de retour risque des projets, on arrivera à faire baisser ce coût du capital. Il y a bien sûr d'autres aspects, je dirais, qui ont plus trait aux aspects réglementaires. Par exemple, si on regarde les flux de finances climat liés à l'article 6, c'est des choses qui sont très compliquées en matière de mise en place. Et donc, par exemple, dans les pays où on a une infrastructure financière qui est pas encore forcément développée, ça peut être compliqué de mettre en place ces mécanismes. Mais il faut bien sûr le faire parce que c'est des sources de financement importantes. Euh, on a aussi, mais ça c'est vrai en Afrique, c'est vrai ailleurs, des contraintes liées à la transparence des allocations de permis de construire, des choses comme ça, des choses qui sont plus liées au projet, qui fait que certains financiers peuvent être plus frileux pour investir en Afrique. Euh, et donc voilà, donc je vous inviterai j'enverrai le lien après la session, mais dans ce rapport, justement, on observe, on essaye d'identifier tous les freins
l'investissement dans les pays émergents en développement et notamment en Afrique. Je vois d'autres questions. Alors, doit-on focaliser la finance climat sur les énergies propres seules ou leurs apports à la petite industrialisation rurale verte, créatrice de valeur ajoutée, d'emplois et de revenus? Alors, nous, alors, je suis entièrement d'accord sur le fait que la finance climatique doit aller dans plusieurs domaines. Nous, on se focalise sur l'énergie parce que à l'AIE, c'est notre domaine d'expertise. Bien sûr, ce n'est pas le seul qui est important et le développement d'une industrialisation rurale en Afrique est bien sûr importante. C'est juste que effectivement, c'est pas notre domaine. Et j'ajouterais qu'on voit que quand on parle d'énergie, l'énergie, en gros, est responsable de 80% des gaz à effet de serre. Et donc, c'est pour ça qu'en général, on s'attendrait à avoir un investissement de 80-20% quand on parle de finance climat, par exemple. Or, là, vous voyez que si vous prenez le graphe qui est à gauche sur la diapositive, on a 21% des flux d'investissement qui vont vers d'autres sujets que l'énergie en Afrique et seulement 7% qui sont vers les sujets énergétiques. Donc, bien sûr, euh, euh, il faut continuer à investir dans d'autres domaines, mais l'énergie est importante. Et j'ajouterais que dans notre couverture du secteur énergétique, on couvre ce qu'on appelle la demande énergétique, donc tout ce qui est demande générée par les bâtiments, les transports et l'industrie. Donc, la demande énergétique dans ces domaines est couverte par notre rapport. Est-ce que l'AIE a un mécanisme pour appuyer les pays africains pour mobiliser cette finance climatique? Alors là, je sors un peu de mon domaine d'expertise et peut-être que Rita aura des commentaires là-dessus. Je vais arrêter de partager ma slide. Nous, notre contribution, j'allais dire, est une contribution d'ordre de recherche et d'analyse. Et donc, on essaye justement de plus en plus de focaliser notre analyse sur les besoins et sur les mécanismes qui peuvent aider justement les pays en développement à accéder à des flux de capitaux, de plus amples flux de capitaux pour investir dans les énergies propres. Et je sais qu'on a quelques initiatives à l'AIE qui sont directement en lien avec les pays émergents en développement. Et Rita, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, mais je pense que tu en sauras plus que moi. Non, je pense que tu as bien résumé. Je pense que je dirais peut-être juste aussi, comme j'ai dit au tout début, l'agence a aussi un rôle de établir des dialogues entre des parties prenantes et de les mettre en relation. Donc, je dirais aussi qu'il y a un volet de relier cette connaissance dont tu as parlé, Tanguy, et aussi de la rendre disponible et de mettre en relation les plusieurs parties prenantes pour qu'ils puissent voilà, avoir un dialogue et aussi avancer ainsi. Mais autre que ça, je ne vois pas une façon plus directe d'accompagnement comme on a été demandé. Alors, je pense que je ne vois plus de questions. Ah, il y a une dernière question qui vient de tomber. Je ne sais pas, Tanguy, si tu veux. Oui, alors je n'ai pas la réponse de tête, mais c'est une très bonne question puisqu'on est en train justement de faire cette analyse pour le Pardon, je prochain. t'interromps juste Ouais. pour lire la question parce Ah oui, que pardon. Tout le monde. Ah, excusez-moi, je pensais que tout le monde les voyait. Ah oui, non. Alors la question, c'est quelles sont les projections de l'AIE sur le développement industriel et la consommation d'électricité associée pour les pays d'Afrique subsaharienne en 2030 et 2050? C'est une très bonne question qui est un peu en dehors du périmètre de ce rapport sur l'investissement. Et donc, je n'ai pas la réponse directement en tête, mais on est en train justement de faire la mise à jour pour notre prochain World Energy Outlook qui sortira cet automne. Et si vous voulez, je peux vous donner la réponse sur ce qu'on avait inclus dans le World Energy Outlook précédent, mais j'ai pas le chiffre en tête. J'imagine qu'on a une projection de fort développement, notamment sur la consommation d'électricité pour les pays d'Afrique subsaharienne.
OK. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour de toutes les questions. S'il y en a une qui arrive dans les prochaines secondes, on la prendra. Sinon, je pense qu'on va commencer à clore notre séance d'aujourd'hui. Je ne sais pas, Tanguy, si tu veux dire quelques mots finaux. Pardon, j'avais perdu mon bout de mute. Non, merci beaucoup pour ces questions qui sont très, très intéressantes. Et encore une fois, je vous invite à aller sur le site de l'AIE et à lire. Alors malheureusement, les rapports ne sont publiés qu'en anglais, mais il y a donc ce rapport, le World Energy Investment, et si justement ces barrières d'investissement en Afrique vous intéressent, je vous invite à lire ce rapport qui s'appelait Financing Clean Energy Transition in Emerging Markets and Developing Economies, dont le résumé exécutif est disponible en français et qui justement explore tout un tas de problématiques et de mécanismes pour attirer plus d'investissements dans les pays émergents et en développement, et notamment sur le continent africain. Et juste pour ajouter que dans le cas du rapport Africa Energy Outlook, la version française sera disponible. Elle n'est pas encore, mais d'ici la fin de l'année, elle sera sûrement disponible, disponible sur notre site. Donc, au moins, ce rapport sera disponible en langue française également. OK. Donc, merci beaucoup à tous. Merci Tanguy pour ta présentation et au revoir. Bonne journée à tous.